Bien, bien, mesdames, messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Alors, le procureur général View me disait que les représentants de la communauté juive de France ont été convoqués à une conférence de presse de Madame la ministre chargée notamment des questions de discrimination ce soir à 18 heures à Lyon, ce qui explique que nous soyons un peu moins nombreux que nous ne l'avions imaginé, compte tenu de la qualité des intervenants. Vous avez de la chance. Vous pourrez plus facilement encore leur poser des questions, et puisque nous sommes nombreux que nous l'avions espéré. Alors je rappelle simplement, mais je pense que vous le savez tous, que les conférences que nous organisons, elles ont pour objet, en règle générale, de croiser le regard d'un archiviste et le regard d'un historien, d'un chercheur, d'un juriste, d'un acteur de la société sur les documents d'archives que nous conservons et sur les recherches qui sont possibles. Et vous allez me dire, mais ce soir, il y a Jean-Claude Bauer, dessinateur du procès Barbie en 1987 et de la route du Rat, et Jean-Olivier View, procureur général honoraire, qui était substitut du procureur lors du procès Barbie. Et donc, vous vous demandez où est l'archiviste, à part celui qui vous dit quelques mots le temps que les derniers arrivés puissent s'asseoir et que vous pensez à couper vos téléphones. En réalité, les dessins du procès Barbie qui ont été réalisés par Jean-Claude Bauer en 1987 ont fait l'objet, et je vous en remercie profondément, d'un don au département du Rhône pour être désormais conservés aux archives du département et de la métropole de Lyon. Parce que ces dessins sont profondément des documents d'archives dans la définition qu'en donne le Code du patrimoine, des documents produits dans le cadre d'une activité. Donc, il n'y a pas d'archiviste dans quelques instants, mais par les documents que vous avez produits, vous avez fait cette œuvre de produire des documents d'archives. Et vous-même, monsieur le procureur général, je n'oublie jamais que c'est grâce à votre intervention et à votre intérêt que les archives du procès Barbie ont pu être versées dans les meilleures conditions aux archives du département du Rhône il y a quelques années, à l'époque de mon prédécesseur, monsieur Benoît Van Rett. Et je vous remercie vraiment d'avoir l'un et l'autre accepté d'intervenir ce soir pour prolonger le propos de notre exposition. L'exposition qui est actuellement présentée, c'est le regard croisé du dessinateur qui a couvert le procès Barbie pour Antenne 2. J'ai fait des progrès depuis midi, vous avez vu, à midi je m'étais trompé, j'avais dit France 2, mais là j'ai révisé mon discours, qui a couvert le procès Barbie pour Antenne 2 et les caméramans qui ont enregistré ce procès dans le cadre de l'application de la loi Badinter. C'est cela le propos de l'exposition, c'est ce regard croisé. Et ce soir, il était très important de pouvoir justement confronter l'expérience du magistrat qui a suivi l'enregistrement du procès, qui a suivi le déroulement du procès, mais aussi l'enregistrement du procès dans le cadre de la loi Badinter, et vous-même qui avez dessiné ce procès pour Antenne 2. Et donc, c'est l'objet de la conférence de ce soir. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'être venu, d'être parti très tôt ce matin pour être là à Lyon ce soir. Et en plus d'avoir accepté, je le signale à l'auditoire, également de présenter la version itinérante de cette exposition qui a été inaugurée par le président du département tout à l'heure à la médiathèque de Chaponneau. Et demain, vous serez encore à Chaponneau pour rencontrer les collégiens qui sont très nombreux à venir visiter cette exposition. Et même si vous venez d'un peu moins loin, monsieur le procureur général, ma gratitude n'en est pas moins grande de votre présence ce soir et de votre fidélité aux côtés des archives départementales. Je vous remercie. Bien, monsieur le directeur, merci pour vos propos. L'amitié aveugle, et vous êtes toujours d'une délicatesse et d'une indulgence que chacun d'entre nous connaît.
Merci, Monsieur le Président du tribunal judiciaire, merci, Monsieur le procureur de la République, merci, chers collègues et élus et anciens élus, d'être ici. En effet, je dois transmettre les excuses de nombreux membres de la communauté juive qui sont ce soir auprès de la ministre, une de nos collègues, Madame Isabelle Rome, qui était autrefois juge d'application des peines à Lyon, avant d'entrer dans la politique et de se retrouver ministre chargé des discriminations et notamment de l'antisémitisme. Et le hasard a fait qu'elle a organisé il y a très peu de jours un déplacement à Lyon avec une conférence à 18h, ce qui fait que certains malheureusement n'ont pas pu se joindre à nous. Mesdames, Messieurs, la plupart d'entre nous, on peut peut-être éteindre, si vous le voulez bien, l'éclairage. Non. Pour l'enregistrement, on va l'atténuer. Ah bon. Ah, c'est enregistré. Pardon. Pardonnez-moi. J'ignorais que c'était enregistré. La plupart d'entre nous ont déjà entendu, bien sûr, par le passé, le récit du procès Barbie. Jean-Claude Boer et moi-même, nous ne sommes pas ici parmi vous ce soir pour le refaire une nouvelle fois, mais pour aborder ce qui a été la restitution à travers l'outil audiovisuel et le crayon artistique du destinataire judiciaire, la restitution de cet instant historique dans le long fleuve de notre justice française, puisque vous le savez, c'est à Lyon, en 1987, que pour la première fois, la France a condamné le crime contre l'humanité. Oh, bien sûr, vous connaissez tous l'histoire de ce jeune officier SS, âgé de 29 ans, lorsqu'il débarque à Lyon, fin 1942, au lendemain de l'occupation de la zone libre. Vous connaissez tous l'histoire de cet homme jeune. Ah, regardez-le comme il porte beau dans son uniforme d'Obersturmführer, qui à l'âge de 20 ans est tombé dans les mailles séductrices des jeunesses hitlériennes qui en ont fait un fanatique prêt à tout pour son Führer qu'il a quasiment érigé en Dieu. Ses exactions l'ont fait surnommer le boucher de Lyon depuis que l'on a appris ce qui se déroulait derrière les murs de son antre gestapiste de l'école de santé militaire avenue Berthelot, puis dans un immeuble de la place Bellecour. On a aussi appris qu'entre février 1943 et septembre 1944, plus de 10 000 juifs résistants et raflés avaient séjourné dans la prison de Montluc, qu'il avait réquisitionnée, tous voués à une exécution sommaire ou à un départ vers les camps de la mort outre-Rhin. À la libération de Lyon, on est évidemment parti à sa recherche, à la recherche du boucher de Lyon, comme on l'appelait, mais on ne l'a pas trouvé. Il avait habilement anticipé le cours des événements et avait quitté la France. On avait découvert bien plus tard, en Allemagne, plus précisément en zone d'occupation britannique, où il avait pu échapper à ceux qui étaient venus l'arrêter. Finalement, aux mains des Américains, il était devenu pour eux un très officiel agent de renseignement à l'heure du début de la guerre froide, où les anciens cadres de la Gestapo pouvaient être des auxiliaires précieux compte tenu de leur connaissance particulière des réseaux communistes en Europe occidentale qu'ils avaient eu mission de pourchasser. En remerciement de ces bons et loyaux services, les USA avaient facilité son exfiltration d'Europe en 1951 en lui procurant à lui et à sa famille des documents officiels sous la fausse identité d'Altman, qui lui avaient permis, par la filière dite des rats, de gagner l'Argentine puis la Bolivie, ce que relate et illustre de manière magistrale Jean-Claude Boer dans sa bande dessinée Klaus Barbie, La route du rat, qui est à la fois un ouvrage artistique, mais aussi un ouvrage historique absolument incontestable. Alors à Lyon, eh bien, on avait dû se résoudre à organiser devant le tribunal militaire 2 procès en son absence. Un premier procès, le 29 avril 1952,
pour l'arrestation, le 9 avril 1944, de 300 hommes de la commune de Saint-Claude, dans le Jura, que Barbie fit déporter. Plus de la moitié périt dans les camps de concentration. Les survivants revinrent dans un état de santé déplorable. Un second procès, le 25 novembre 1954, pour la déportation de 120 hommes de la commune de Nantua, dans l'Ain, et pour un ensemble d'exécutions sommaires dans la région de Lyon et à Lyon, notamment, et vous l'avez tous en mémoire, à Saint-Genis-Laval, où le 20 août 1944, Barbie fit assassiner 120 détenus de la prison de Montluc. À l'issue de chacun de ces procès, Barbie fut condamné à mort par contumace, sous la qualification de crime de guerre. Ah, on pouvait s'étonner de cette qualification. On pouvait s'étonner car le 8 août 1945, les Alliés, dans les célèbres accords dits de Londres, instituant notamment un tribunal pénal international devant siéger à Nuremberg, en charge de juger les responsables nazis, avaient institué un nouveau crime d'un degré supérieur à celui de crime de guerre, le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité sanctionnant tout plan concerté par un groupe d'individus visant à exterminer ou à porter des atteintes physiques majeures à un groupe d'hommes pour des motifs politiques, raciaux, philosophiques ou religieux. Mais à Lyon, en 1952 et 1954, on s'est dit que les crimes de guerre étant eux-mêmes déjà punis de la peine de mort, pourquoi entrer dans ces subtilités juridiques nouvelles? Pourquoi s'intéresser à ce crime contre l'humanité dont le périmètre était encore un peu flou? On a poursuivi donc Barbie tout simplement pour crime de guerre et on l'a condamné à mort par contumace. Sauf que la prescription en matière de crimes de guerre, elle est la prescription des crimes de droit commun, c'est-à-dire 20 années. C'est-à-dire que passé 20 ans, je parle sous le contrôle du plus éminent spécialiste de l'application des peines au parquet général de Lyon, M. Xavier Bompin, ici présent, passé 20 ans, on ne peut plus ramener une peine à exécution. Barbie ayant donc été condamné pour la dernière fois en 1954, 1954 plus 20 égale 1974, passé 1974, eh bien, Barbie ne risquait strictement rien. Alors Barbie, tranquillement en Bolivie, et le livre de M. Boer indique un peu le rôle qu'il occupait, mais je ne peux pas raconter toute l'histoire, je vous l'ai dit, eh bien, n'avait plus qu'à attendre tranquillement 1974 pour savoir qu'il pourrait revenir impunément en France, par exemple, et narguer la justice française, on ne pourrait rien lui faire. Sauf que est intervenue le 26 décembre 1964 une loi qui n'ont pas à décréter que le crime contre l'humanité était imprescriptible, problème de la rétroactivité des lois, mais à constater, c'est une loi unique, qui constate que le crime contre l'humanité, dès son origine, était de caractère imprescriptible. Alors là, ça changeait, puisque à partir du moment où le crime contre l'humanité était imprescriptible, il restait à la justice à rechercher si dans les exactions commises par Barbie et qui n'avaient pas été poursuivies, visées dans les poursuites de 52 et 54, car on ne peut pas juger les gens bien sûr deux fois pour la même chose, il n'y avait pas des exactions qui avaient été oubliées et qui, constitutives de crimes contre l'humanité, permettraient d'engager de nouvelles poursuites contre Klaus Barbie. C'est ce qu'a fait dès 1980 le procureur de la République de Lyon, qui a ordonné une enquête pour vérifier précisément s'il y avait éventualité de poursuite pour crime contre l'humanité. Et évidemment, à partir de là, eh bien, pendant ce temps-là, la traque s'était organisée. La traque s'était organisée sous l'impulsion de ce couple que nous connaissons tous, Serge et Beate Klarsfeld, qui consacraient et qui continueront jusqu'à leur mort à consacrer leur énergie, leur vie à la traque des criminels nazis, même si aujourd'hui la chose est révolue, l'âge et les décès étant intervenus, et Serge Klarsfeld et Beate Klarsfeld n'auront de cesse que de s'attacher à identifier sous le fameux Klaus Altmann évoluant à La Paz, eh bien, le tortionnaire Klaus Barbie.
Ils vont être aidés par un journaliste français qui s'appelle Ladislas de Hoyos, qui est, au terme d'une interview, mais je ne peux pas rentrer dans les détails, va définitivement identifier en la personne de Klaus Altmann, eh bien, Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Alors, en décembre 1972, avec l'aide d'un certain Régis Debray, que nous connaissons tous, qui était parti seconder Che Guevara, qui avait été à son tour arrêté, qui avait été ensuite libéré, je ne peux pas entrer là encore dans les détails, eh bien, ils avaient, Serge Klarsfeld avait essayé de procéder à l'enlèvement de Klaus Barbie. Non pas pour l'exécuter, non pas pour... non, simplement pour le remettre à la justice française. Cette tentative d'enlèvement avait fait pchit, si l'on peut dire, parce que l'endroit où l'on pensait retrouver Barbie, eh bien, à cet endroit-là, Barbie ne se trouvait pas ce jour-là. Et il fallut attendre un changement de régime, la fin du régime des généraux, Banzer et compagnie, pour que, début 1983, ouf, un gouvernement démocratique arrive en Bolivie et tienne un raisonnement qui était absolument imparable. Monsieur Barbie, vous ne pouvez pas prétendre être citoyen bolivien, car vous avez acquis la nationalité bolivienne, non pas seulement sous l'Ancien Régime, pas du tout, simplement en employant une fausse identité. Or, lorsque vous acquérez une nationalité en faisant usage d'une fausse identité, cette acquisition de nationalité est entachée d'un vice qui la rend nulle depuis le jour où elle a été acquise. Et à partir de là, à la suite d'un certain nombre d'échanges, de tractations, passons, je pourrais répondre s'il y a des questions, Barbie est mis dans un avion. Nous sommes dans les premiers jours de février 1983 et c'est ainsi que le soir du 5 février 1983, Barbie arrive à Lyon. Symboliquement, le garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter, dont le père Simon Badinter avait été, je le rappelle, une victime de Barbie, eh bien, demande que symboliquement, Barbie soit incarcéré à la prison de Montluc, symboliquement sur les lieux où il avait commis toutes ces exactions. Alors à partir de là, eh bien, une procédure va se dérouler, une procédure pour laquelle, je peux vous l'assurer, tout a été fait pour que l'on ne puisse jamais reprocher à la justice française de ne pas avoir donné à Barbie tous les droits donnés à la défense. Pour que l'on ne puisse pas reprocher à la justice française d'avoir eu quelques libertés avec les rigueurs de la procédure parce que c'était Klaus Barbie et parce que c'était des crimes contre l'humanité. Je dirais bien au contraire. Bien au contraire. Le procureur général Truche disait souvent « Traitons les affaires extraordinaires selon les procédures les plus ordinaires. » Et ça, c'est important. Donc, immédiatement après son arrivée à Montluc, Barbie va on va lui notifier ses inculpations, car on a retrouvé, bien sûr, dans les agissements de Barbie, 3 grands chefs d'inculpation, comme on le disait à l'époque. On n'en était pas encore au stade de l'accusation, c'était le début de la procédure. La rave de la rue Sainte-Catherine, le 9 février 1943, 84 juifs qui se rendaient au centre de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, sorte de grand centre social où l'on venait en aide aux familles juives, notamment pour permettre aux enfants d'être exfiltrés vers la Suisse. 83 personnes sont arrêtées, sauf 4 d'entre elles. Elles seront toutes déportées et ne reviendront pas. Premier fait, crime contre l'humanité, c'est évident, je n'ai pas besoin de faire de dessin, vous l'avez compris. Deuxième fait, c'est le train du 11 août 1944, où là, vous le savez aussi, 650 détenus, 500 de la prison de Montluc, 150 de la prison Saint-Joseph, sont raflés par Barbie, mis dans un train qui est destiné d'abord à rejoindre la région parisienne, dans les camps de transit habituels d'où les trains de la mort partaient. Le train ne peut pas aller jusqu'à Paris car la résistance a fait sauter les voies, il dévie vers l'est. Les résistants hommes sont débarqués en Alsace pour rejoindre le camp alsacien du Struthof. Les femmes résistantes sont débarquées à Berlin pour rejoindre le camp des résistantes à Ravensbrück, et les juifs terminent leur course à Auschwitz. Je rappelle que le seul train de voyageurs qui est arrivé sur la rampe d'Auschwitz est le train de Klaus Barbie. Alors à partir de là, l'information s'est déroulée, il y a eu un certain nombre de problématiques juridiques qui se sont posées, et on en est arrivé bien sûr au moment où le procès a dû être organisé. L'information terminée, le procès
a dû être organisé. Alors, organiser le procès Barbie, ce n'était pas organiser un procès ordinaire, c'était, comme on le dit aujourd'hui dans notre jargon judiciaire, un procès hors norme. Un procès hors norme par le nombre d'intervenants. Il y avait déjà 39 avocats de partie civile qui étaient inscrits pour intervenir, pour plaider. Il y avait des dizaines et des dizaines de familles de victimes qui avaient déjà manifesté leur volonté d'assister à l'intégrité des débats. Et puis, surtout, des dizaines et des dizaines de journalistes, de médias, non seulement français, mais étrangers, qui se manifestaient. Pensez qu'un mois avant l'ouverture du procès, nous avions enregistré 600 demandes d'accréditation de journalistes et de techniciens. Alors vous voyez un peu à partir de là comment se posait le problème. Où allions-nous pouvoir organiser le procès? Nous avons à Lyon une magnifique salle de cour d'assises que vous connaissez, qui a été le cadre notamment du procès de l'assassin du président Sadi Carnot en 1894, mais qui, en se serrant, permet d'accueillir 250 personnes, en se serrant. Comment organiser cela? Alors on a entendu à Lyon des gens qui sont généreusement venus nous dire « mais vous savez, on peut mettre à votre disposition des locaux extérieurs ». Il y avait le Palais des Congrès qui est à Achille-Lignon à l'époque, qui n'était pas encore démoli. Il y avait le Palais des Sports à Gerland. Et on nous disait, mais là, il n'y a pas de problème. Vous avez plusieurs des places tout à fait pour accueillir un grand nombre de... Et là, c'était un niet total. C'était un niet total. Et je me souviens d'une réunion où l'on a répondu à ceux qui nous faisaient cette proposition. Quand un pays commence à rendre la justice dans des stades, il faut commencer à s'inquiéter sur l'état de la justice. C'est ainsi que, grâce à la configuration du Palais des 24 colonnes et à ce grand atrium qu'a organisé, qu'a réalisé, qu'a dessiné l'architecte Pierre-Louis Baltard, eh bien, on a tout simplement décidé que le procès Barbie se tiendrait dans l'atrium du Palais de justice, dans la salle des pas perdus, en installant, c'est l'architecte Denis Hérault qui a réalisé cela, il l'a fait magnifiquement, une mezzanine sur 3 des 4 côtés du palais, en installant le prétoire devant la porte de la cour d'assises, et au sol, eh bien, tous les sièges qui recevraient dans les premiers rangs les témoins du jour, et derrière les journalistes qui, bien sûr, demandaient à pouvoir sortir et entrer dans la salle d'audience. Mais le second problème qui se posait, et nous arrivons à notre sujet, pardonnez-moi ce long préambule, c'est que nous devions, pour la première fois, mettre en œuvre la loi du 11 juillet 1985 qu'avait fait voter le ministre de la Justice, Robert Badinter, en vue spécialement du procès Barbie, autorisant la constitution d'archives audiovisuelles de la justice, en autorisant l'enregistrement audiovisuel ou sonore de l'intégralité d'un procès, dès lors que celui-ci présentait un intérêt pour la constitution de ces archives historiques. C'était une grande première. C'était une grande première, car la présence d'appareils photographiques et de caméras dans les prétoires avait connu diverses vicissitudes. La loi sur la liberté de la presse, eh bien, avait laissé pénétrer les photographes dans les salles d'audience tout au long du procès. Et en effet, on a en tête les photos des procès de Landru, de Marie Bénard, du docteur Petiot, etc. Les caméras seules n'étaient pas admises. La seule exception, vous le savez, a été pour le procès Pétain, où le général de Gaulle, par une décision spéciale, a autorisé chaque jour quelques minutes de prise de vue, muette, elle ne devait pas enregistrer les paroles, qui étaient diffusées au début des actualités cinématographiques que l'on voyait dans les cinémas en première partie de séance. Et nous avons eu également à Lyon, en janvier 1945, quelques images fugitives du procès de Charles Maurras. Les photographes étaient par contre les squatters de plus en plus envahissants des procès d'assises, les clichés des criminels et de leurs victimes occupaient les gazettes, qui se complaisaient bien sûr dans les affaires criminelles, surtout si elles étaient morbides. Mais trop c'est trop, et les débordements que connut le procès de Gaston Dominici en 1954
conduit le législateur à voter une loi le 5 décembre 1964 édictant, je cite, que dès l'ouverture de l'audience des juridictions judiciaires et administratives, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Seuls aménagements, les caméras et les photographes peuvent se trouver, prendre des photos de la salle d'audience avant l'ouverture de l'audience, et seule exception, l'entrée de l'accusé, du prévenu ou de l'accusé, dès lors que celui-ci y consent expressément. Très important. Bien. D'où la révolution que constituait cette loi de 85. Alors, comme on n'avait rien, il a fallu que, avec l'équipe qui a été retenue à la suite de l'appel d'offres, c'était France 3 d'aujourd'hui, eh bien, on établisse, on rédige une sorte de guide de bonne pratique, de cahier des charges, qui ne disait pas exactement son nom. Et évidemment, l'impératif numéro 1, c'était que l'on ne transforme pas le procès en studio de télévision et que ceux qui allaient intervenir au procès rapidement puissent oublier la présence de caméras pour que la spontanéité de leur déposition soit tout à fait préservée. Ce qui fait qu'il a été décidé qu'il n'y aurait que 4 caméras qui enregistreraient le procès. De chaque côté, 2 caméras maniées par 2 caméramens. Derrière le président, une caméra fixée au mur qui était mobile et qui était actionnée depuis la régie. Depuis la régie qui avait été installée dans la salle des pas perdus, derrière le box, vous avez ici une photo de la régie, derrière le box de l'accusé. Et là, aux côtés du réalisateur, aux côtés de l'ingénieur du son, il y avait le technicien chargé de faire fonctionner la caméra qui était derrière le président et qui était chargé de filmer, je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure, la personne qui était en train de témoigner. Enfin, dernière caméra, celle-là totalement fixe au fond de la salle d'audience face à la cour d'assises pour prendre une vue générale du prétoire. Donc vraiment, ça a été une grande nouveauté. Et pour nous assurer que le réalisateur allait strictement respecter le cahier des charges, on s'est adressé au procureur de la République de Lyon pour que tous les jours, il délègue un de ses vice-procureurs, premier substitut, comme on les appelait alors, qui serait chargé de passer sa journée dans la cabine de réalisateur pour vérifier les images qui allaient être prises. Ce n'est pas la télévision soviétique, mais c'était quand même destiné à ne pas permettre aux réalisateurs des plans de coupe, des vues de phrases, des vues de salle, etc., etc. Et il y en a un qui est de nos collègues, Jean-Paul Basler, pour ne pas le nommer, qui s'est porté volontaire et qui, pendant quasiment la totalité du procès, eh bien, il était très intéressé de suivre le procès, était assis dans cette cabine et veillait aux bonnes manières du réalisateur. Et c'est ainsi que le 11 mai 1987, tout est prêt, il est aux alentours de midi, et on voit évidemment arriver Maître Vergès, qui est l'avocat de Klaus Barbie, qui est très heureux des caméras, des micros qui se précipitent sur lui. Il commence un marathon d'1 mois et demi au cours duquel il va tenir évidemment la scène et essayer d'attirer sur lui les médias. On voit bien sûr aussi l'arrivée de Serge Klarsfeld, accompagné d'Alain Jakubowicz, vous les voyez, qui eux-mêmes aussi font l'objet de l'attention. Il y a des manifestations autour du palais pour exprimer bien sûr plus jamais ça. Il y a aussi, je dois vous le dire, quelques trublions qui viennent contester l'existence des chambres à gaz. Nous avons dans nos archives, j'aurais pu vous le projeter, des tracts qui ont été distribués au moment de l'ouverture du procès, où on venait nous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce procès en sorcellerie que vous organisez? Ce n'est pas la justice que l'on va rendre. Toujours est-il que le procès va s'ouvrir. Il va s'ouvrir en mondiovision. Je crois que c'est la première fois, même soit la seule fois à ma connaissance, où un procès français s'est ouvert en mondiovision, ce qui fait qu'il a fallu se soumettre aux volontés de la mondiovision. Le procès était prévu à 13h30. La mondiovision a demandé qu'il soit projeté au début des journaux télévisés dans un certain nombre de pays.
Il a fallu le faire comprendre à certains assesseurs qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette justice, ce spectacle? Il faut qu'on soit maintenant aux ordres du réalisateur qui va nous donner un top départ. On est quand même libre d'ouvrir les audiences comme on le souhaite. Ça n'a pas été simple, mais on a accepté parce qu'on s'est bien rendu compte que l'on n'était quand même pas en présence d'un moment ordinaire. Et c'est ainsi qu'à 13h04, très précisément, eh bien, c'est l'ouverture du procès. La Cour. Mesdames, Messieurs, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Vous voyez combien Barbie accepte très facilement d'être filmé, accepte très facilement la présence des photographes, présence énorme de photographes qui constituaient un pool d'une dizaine de photographes et de caméras chargés uniquement, bien sûr, de filmer l'entrée de Barbie. Après, ils sont partis. Mais il n'y avait pas que dans la salle. Il y avait d'autres personnages. Il y avait d'autres personnages qui étaient les dessinateurs judiciaires. Vous savez, ces gens très discrets, qui savent se montrer couleur passe-muraille pour passer plus facilement ici ou là dans le prétoire et qui ont connu de beaux jours et qui connaissaient encore de beaux jours. Ils ont connu de beaux jours, bien sûr, au début du siècle où les journaux publiaient les dessins judiciaires, le petit journal en première page, etc. Mais ils ont connu de beaux jours après 1954 où les photographies des procès ont cessé d'être, je vous l'ai dit il y a 5 minutes, d'être possibles au cours des débats. Et là, les dessinateurs judiciaires ont repris encore de l'intérêt parce que depuis 1954, seuls les dessins judiciaires témoignaient d'instants du procès. Et c'est ainsi qu'au procès Barbie, on avait la fine fleur des dessinateurs judiciaires. Nous avions Plantu pour Le Monde, nous avions Noël Ehrenschmidt pour La Croix, nous avions Howard Brody et David Rose, deux grands dessinateurs américains. Nous avions Robert Diaz pour Le Progrès. Et puis nous avions un certain Jean-Claude Boer. Nous avions un certain Jean-Claude Boer qui va réaliser durant les 190 heures du procès les illustrations, les multiples reportages que va assurer pour Antenne 2 le journaliste judiciaire Paul Lefebvre. Et cher Jean-Claude Boer, je suis réellement heureux que vous ayez accepté de venir de votre douce France lointaine ce soir, à l'occasion de votre belle exposition, pour répondre un peu à notre question. Et ma première question, alors que vous dessiniez de votre côté l'arrivée de Barbie, ma première question est celle de savoir dans quelles circonstances vous avez appris que vous alliez couvrir le procès Barbie. Après avoir réussi mon galop d'essai en couvrant le procès de Georges Ibrahim Abdallah, Paul Lefebvre m'a entraîné avec lui dans ce qui allait devenir pour moi une aventure incroyable. C'était le second procès donc, que je suivais et j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. Ça, c'est évident, procès d'envergure pour un novice comme j'étais. Pas très adroit dans le trait, mais... Et puis découvrant un peu cet univers, j'avais autour de moi, donc comme vous disiez tout à l'heure, Noël Ehrenschmidt, David Rose, Howard Brady. David Rose qui avait été un illustrateur des décors de Bambi, de passer de Bambi à Barbie, c'est quand même une sacrée à faire. Et Howard Brody, était un reporter de guerre. Et en fait, ce monsieur occupait à lui tout seul une grande place. Il avait un grand carton à dessin, tant et si bien que nous, là où on était, on ne pouvait pas se placer. Enfin, c'était pas possible. Donc, on a fait ce qu'on a pu.
et on était installé, si je me souviens bien, au pied des parties civiles, mais au tout début, on était un peu serrés les uns contre les autres, et on avait beaucoup de mal à dessiner. Mais quelle a été votre réaction lorsqu'on vous a dit vous allez couvrir ce procès? Quelle peut bien être la réaction d'un dessinateur judiciaire quand on vous dit ce procès, c'est vous qui allez le couvrir. Comment vous l'avez ressenti? Très sincèrement, j'avais une vague idée de ce que Barbie avait fait pendant la guerre. En plus, bien évidemment, je m'étais informé sur son parcours, mais de façon très succincte. Et c'est vous dire à quel point j'ai été surpris de découvrir cet ignoble bonhomme, quoi, et d'apprendre en direct que ce que Barbie avait commis. Et tout ça, ça a amplifié et aiguisé un peu ma sensibilité. Je pense que au fil des jours, j'étais à vif, quoi. Quand j'écoutais, plus les jours passaient et plus j'étais mal, quoi. Vraiment très très mal. Et le métier, c'est de rendre compte, malgré le fait que ce procès transpirait d'émotion, quoi, je veux dire. Mais quand Barbie entre dans la salle, quelle est l'impression? Vous découvrez un individu. Vous attendiez à voir cet individu? Alors pas du tout. Quand on arrive dans la salle, on est tous impatients Et puis quand on voit arriver le bonhomme, on se dit c'est un vieux monsieur, et on a du mal à imaginer que ce bonhomme est un criminel d'exception. Et puis après, comme il a fait à tout le monde, on a échangé des regards. Et là, ça commençait à me gêner beaucoup parce qu'il avait un regard très très perçant. Il avait surtout ce rictus qui était complètement dérangeant. On ne sait pas si c'était un tic ou si c'était vraiment naturel chez lui, ou alors il se moquait vraiment d'être là où il était, ce qui n'était sans doute pas impossible non plus. Voilà. Vous l'avez traduit par un dessin, oui. assez... Alors ce dessin, il est intéressant parce que je l'ai dessiné comme ça, tout à fait naturellement. Et c'est après coup qu'on m'a dit, mais t'as vu ce que tu as dessiné? J'ai dit oui, j'ai dessiné Barbie, oui, évidemment. Mais instinctivement, j'ai cerné son visage d'un trait très gras qui peut donner l'impression que Barbie porte un masque et que derrière ce masque se cache l'individu en question. Et c'est ça la magie du dessin. Et c'est ça qui fait la force du dessin. Mais c'est absolument pas calculé. C'est ça qui est intéressant. Alors intervient un moment clé du procès, c'est le 13 mai, le mercredi 13 mai, au milieu de l'après-midi, début de l'après-midi. Le procès se déroule tout à fait normalement. Les jurés sont là en train d'écouter. Quand soudainement Barbie interrompt: Monsieur le Président, je souhaite faire une déclaration. Le président Serdini, qui est un homme dont chacun connaît la courtoisie, dit: mais attendez, Monsieur Barbie, vous n'avez pas... Non, je tiens à prendre la parole immédiatement. Rassurez-vous, c'est important, mais ça ne sera pas long. Alors, devant le jury interloqué, Barbie se lève, il déplie un petit papier que venait de lui tendre Maître Vergès, et il y a les phrases suivantes. Je ne veux pas trahir un seul mot. Je voudrais dire à mesdames et messieurs les juges que je suis détenu ici d'une façon illégale, que j'ai été victime d'un enlèvement, et que c'est une affaire actuellement examinée par la Cour suprême bolivienne. Malgré tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Mesdames et Messieurs les jurés, je dois vous dire que je suis un citoyen bolivien et que si je me trouve devant vous, c'est parce que j'ai été victime, étant bolivien, d'une expulsion illégale. Je n'ai donc plus l'intention de paraître devant ce tribunal et je vous demande, Monsieur le Président, de me faire reconduire à la prison Saint-Joseph. Je m'en remets pour le reste à mon avocat, malgré le climat de vengeance et la campagne de lynchage menée contre moi par de nombreux médias français. C'est donc à Maître Vergès que je confie le soin de me défendre pour l'honneur de la justice. Et il se rassoit. Vous vous imaginez l'effroi dans la salle. Des victimes qui se disent en 1952 et 1954, il nous a déjà échappé. On a eu 2 procès devant des chaises vides. Et maintenant qu'on lui a mis la main dessus, il va s'échapper. Il y a donc eu un long débat. Le président Serdini, bien sûr, sur cet incident d'audience, a donné la parole aux différentes parties civiles et vous avez
vous avez, cher Jean-Claude Boer, vous étiez en face, vous avez campé les différents avocats qui ont pris la parole. On voit Maître Lippmann, on voit en haut à gauche Maître Jakubowicz, on voit Maître Souchal du barreau de Nancy qui avait été lui-même déporté à l'âge de 17 ans. On voit donc en bas Barbie avec les deux traductrices qui étaient à ses côtés, tant on précisait qu'on avait doté Barbie de deux traductrices qui ne servaient à rien, sinon à éviter que Barbie vienne dire qu'il ne comprenait pas tout ce que nous lui disions alors qu'il parlait parfaitement le français. Passons. Et chacun va s'exprimer. Et chacun va s'exprimer, et évidemment, on va entendre différents sons. Ceux qui vont dire, mais est-ce que l'on va se laisser guider par M. Barbie? Est-ce que c'est M. Barbie qui va faire l'audience? Est-ce que l'audience va se tenir dans la mesure où M. Barbie ne veut plus y assister? Et puis il y a ceux qui disaient, mais est-ce que l'on peut décemment refuser à Barbie ce que l'on accorde aux autres accusés? Car le principe est qu'un accusé ou un prévenu n'est pas obligé d'assister à son procès. S'il ne veut pas assister à son procès, tant pis pour lui, le juge en tire les conséquences. Il ne veut rien dire pour sa défense. Mais dans la mesure où la présence physique d'un prévenu ou d'un accusé n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, notamment parce qu'il n'a pas été confronté avec tel ou tel témoin ou telle victime pendant l'instruction, on ne peut pas lui reprocher. Ce qui fait que le procureur général Truche s'est levé et a indiqué à Barbie: pensez au regard que portera sur vous vos petits-enfants lorsqu'ils apprendront que vous n'avez pas voulu vous expliquer. Lorsqu'ils apprendront que vous avez refusé toute espèce de justification de vos actes. Seriez-vous donc un Barbie, un nazi honteux? Et ensuite, il a élevé un peu le ton. Et il a dit, et je m'en souviens comme si c'était hier, en 1943 et 1944 à Lyon, dans les locaux de votre Gestapo, lorsque vous interrogiez les gens que vous aviez arrêtés, vous ne leur demandiez pas s'ils avaient le droit de regagner leurs cellules. C'est l'honneur d'un État de droit, c'est l'honneur d'une démocratie de vous donner tous les droits que nous donnons à n'importe quel autre prévenu, à n'importe quel autre accusé. Et il s'est tourné vers les victimes en leur disant: je comprends votre désarroi, je comprends votre déception, mais la fuite de Barbie, la fuite piteuse de Barbie, qui fuit devant les paroles que vous allez prononcer à cette barre, c'est votre victoire. Et c'est ainsi que le parquet général a demandé à la Cour d'autoriser Barbie à regagner sa cellule, et en demandant seulement que lorsqu'il y aurait confrontation nécessaire avec des témoins qui n'avaient pas été confrontés, Barbie soit ramené de force, ce qui s'est passé 2 fois de suite pendant le procès, bien sûr également le jour du verdict. Alors vous avez réalisé un dessin intéressant, cher Jean-Claude Boer. Moi je regarde ce regard un peu narquois, ce dessin un peu narquois de Barbie, qui dit: je suis bien content. Non pas peut-être je les ai bien eus, mais n'empêche, c'est moi qui ai mené la danse. J'ai obtenu gain de cause. Tout avait été concocté avec Maître Vergès, puisque c'est lui qui avait rédigé le texte, vous l'avez compris. Et vous avez placé dans un cartouche le face-à-face avec Pierre Truche. Dites-nous un peu comment vous l'avez composé, ce dessin. Je le trouve tout à fait significatif. Alors donc ce dessin, il a été fait après, retravaillé après, surtout au moment de la réalisation de la bande dessinée. Mais donc c'était important là de confronter ces deux personnes. Et à vrai dire, je ne sais pas, mais ça faisait partie aussi du scénario de l'histoire, et donc c'était important de le faire fuir avec son air narquois, quoi. Mais moi, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, le fameux coup de théâtre. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser, de faire le lien avec l'affaire Ibrahim Abdallah, parce que à l'époque, 2 jours après l'ouverture de ce procès en question, Ibrahim Abdallah refuse d'assister à son procès. Et devinez qui est le défenseur? Jacques Vergès. Et donc, pour moi, rien ne m'a étonné. Je me suis dit, bon, allez, c'est encore un coup, c'est un coup de Vergès, et c'était le cas. Et voilà, donc il s'en va. Moi, je trouve que Vergès a gagné, quoi, sur ce plan-là.
Alors vous avez certains journalistes, notamment des journalistes brésiliens, qui le soir même ont demandé à partir et ont réservé des billets d'avion en disant bon, le procès Barbie est fini. Barbie n'est plus là, la bête sauvage n'est plus dans l'arène, le procès est terminé. Parce que ils attendaient des déclarations de Barbie alors qu'on savait pertinemment que Barbie ne dirait rien du tout, il niait tout, etc. Mais Medvergès, très habilement, tous les matins annonçait que Barbie allait faire des révélations sur celui qui avait vendu la réunion de Jean Moulin à Caluire, vous savez. Donc ça, c'était pas dans les poursuites, mais c'était la façon d'appâter les journalistes. Donc vous avez des gens qui sont partis, des journalistes étrangers, comme ils se trompaient. Comme ils se trompaient. Et comme ils sont bien vite revenus au bout de quelques jours. Parce que le départ de Barbie, et ça il faut bien le comprendre, a eu un effet bénéfique. À savoir qu'à partir de ce moment-là, le projecteur a cessé d'être sur Barbie, mais s'est porté sur les victimes. Et la parole des victimes a occupé tout le prétoire. La parole des victimes, eh bien, a été ce moment qui a fait que l'on a dit du procès Barbie, c'est le procès de la victoire sur l'indicible. Jusqu'alors, on était en présence de mots qui n'étaient pas prononcés. On n'avait pas mis des mots sur les mots. On avait des silences pesants de certaines victimes. Moi, je me souviens d'un après-midi où une dame est arrivée avec ses enfants et ses petits-enfants. Elle m'a dit « Monsieur, donnez-nous quelques places dans les premiers rangs. Je viens avec mes enfants et mes petits-enfants. J'ai été déporté, j'ai survécu de manière miraculeuse. Et ce que je vais dire cet après-midi, jamais jusqu'à ce jour, je n'avais osé le dire à mes enfants et mes petits-enfants. » Et je me souviens du matin où l'on a entendu les femmes de Ravensbrück, derrière Geneviève Antonios de Gaulle. Elles se sont réunies, et on ne le sait pas ça, pour savoir est-ce qu'on dit tout. Est-ce qu'on dit tout? Et là, elles ont dit oui. Elles ont dit oui, on va tout dire. Et lorsque le soir, on raccompagnait certains témoins plus ou moins handicapés, et on leur disait, mais comment se fait-il que jusqu'à ce jour, vous n'aviez rien dit? Eh bien, certains vous disaient, mais quand on est rentré des camps, la France se relevait, la France était joyeuse, elle voulait tourner la page, on avait presque l'impression d'être des gêneurs en venant raconter des choses. On craignait d'être des victimes qui voulaient être plaintes. D'autres vous disaient, mais c'était tellement inouï ce que l'on a subi, que l'on craignait d'être pris pour des mythomanes. Et vous aviez des femmes qui vous disaient, nous avions été tellement atteintes dans notre dignité, dans notre intimité, que notre pudeur nous interdisait de parler. Eh bien, le procès Barbie, comment dire, c'était la réalisation de cette unité de temps et de lieu où des victimes, là, ont pris la place. Ont pris la place. Et le procès Barbie, c'était ce moment-là. D'où l'importance de son enregistrement audiovisuel, d'où l'importance d'avoir la restitution de ce qui s'est dit au procès Barbie. Et je voudrais vous en donner un exemple à travers la déposition, un tout petit bout, rassurez-vous, de cette merveilleuse directrice de la maison des enfants d'Isieux, Sabine Slatin, cette femme, cette infirmière qui avait accueilli des enfants dans le sud de la France, ces enfants juifs qui étaient tout seuls, parce qu'au début, on n'arrêtait que les parents et les enfants, et les parents, et on laissait les enfants. Ce qui fait qu'on avait des tas de gamins juifs dont les parents avaient été déportés, qui se retrouvaient complètement esseulés. Il fallait donc les prendre en charge, il fallait qu'on organise des centres d'accueil, des colonies. Et il faut rappeler, pour ceux qui viendraient dire que le gouvernement de Vichy n'a pas collaboré à ça, que c'est sur demande du gouvernement de Vichy que l'on a ajouté les enfants aux parents lorsqu'ils étaient arrêtés. Donc les enfants dont les parents avaient été arrêtés avant que les familles complètes ne soient déportées, ils étaient pris en charge. Il y avait cette dame, Sabine Slatin, qui gardait ses enfants dans le sud de la France, jusqu'au jour où il y a eu évidemment le franchissement de la ligne de démarcation. C'était plus la zone libre. Alors elle est partie. Elle est partie où? En direction de la zone italienne, car vous savez que notre région, la Savoie, la Haute-Savoie, une partie de l'Ain, l'Isère, la Drôme, etc., n'était pas occupée par les nazis, mais par l'allié d'Hitler, Mussolini. Et les Italiens toléraient les Juifs. Ce qui fait que Sabine Slatin avait trouvé finalement une petite maison, dans un village bien reculé, il faut y aller, vous le connaissez tous, le village d'Isieux, sur les hauteurs du Rhône, derrière, à hauteur du village de Brégnier-Cordon, et elle avait accueilli là ses enfants.
Le malheur, c'est que le 8 février 1944, à Chambéry, avait été arrêté l'état-major de l'OSE, l'Organisation de secours aux enfants, qu'à la suite de ça, les différentes colonies de vacances avaient éclaté, étaient parties aux quatre coins du pays pour ne pas être arrêtés. Et Sabine Slatin était à la recherche d'un lieu pour pouvoir quitter Isieux et installer ses enfants ailleurs. Eh bien, malheureusement, elle n'a pas pu le faire. Et ça m'est toujours resté, elle a porté sur elle, jusqu'à la fin de ses jours, cette croix, en se disant, je n'ai pas pu sauver les enfants. Je n'ai pas été en mesure de les soustraire. Et c'est cette femme qui vraiment porte la douleur des enfants d'Isieux qui va venir témoigner. Souvenez-vous. C'est avec un cœur serré que je vais vous raconter l'histoire de la maison d'Isieux. Avant toute chose, j'aimerais exprimer ici aux mères, aux parents, aux cousins, tantes, oncles, ma profonde douleur que je partage avec eux. J'arrive tout de suite à la rafle du 6 février, du 6 avril 1944. J'étais pas là. J'étais à Montpellier. Et la maison était déportée. Les enfants jetaient comme des paquets vivants dans les cars. 44 enfants, leur éducateur et mon mari. Le 6 avril, j'étais chez mon ami Bert Weber, 61 cours Gambetta à Montpellier. J'ai déjeuné chez elle. On m'a apporté un télégramme. Famille malade, maladie contagieuse. Sans signature. J'ai compris que ça passait certainement par la sous-préfecture parce qu'ils savaient où je me trouve toujours, ils avaient mon adresse. Alors, je suis allée à Vichy le soir même. Mais dans mon uniforme d'infirmière, avec ma carte où les mots juifs n'étaient pas mentionnés. J'étais reçue par un haut fonctionnaire, je ne peux pas vous dire qui c'était, mais c'était un très beau bureau. Et je lui racontais la tragédie d'Isieux. Et je lui demandais, monsieur, si vous pouvez faire quelque chose pour ces enfants, faites-le. Il est sorti de la pièce, il allait dans une autre pièce, et il est revenu en disant, pourquoi vous vous êtes occupé de ce sale youpin? M'a cloué. Je vais vous dire, et je vais dire surtout à la défense de Barbie, que Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement
des résistants et des maquisards. Ça veut dire les ennemis de l'armée allemande. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. À bouleverser les jurés. Vous imaginez dans quelle ambiance se trouvait la salle en voyant cette femme qui exhalait ce cri de désespoir. Et même Maître Vergès n'a rien dit. Il n'a posé aucune question alors qu'il était très friand de cela. Il n'a pas bougé. Vous étiez de l'autre côté, on vous voit. Je pense que vous l'avez vu, cet homme en chemise blanche que l'on voit très clair, à côté de Maître Vergès. Oui. Vous avez réalisé plusieurs clichés. Alors, vous avez réalisé ce cliché-là, qui est un cliché, je dirais, immobile. Et vous en avez réalisé 2 autres, où là, on a véritablement l'émotion. Dites-nous un peu ce que vous avez ressenti. Alors, difficile, parce que le témoignage de Mme Zlatin, et c'est vraiment un des témoignages les plus bouleversants à entendre, ça c'est évident. Il est difficile de dire comment j'ai appréhendé le dessin, car comme je l'ai expliqué avant, je ne contrôle pas vraiment ce que je fais. Et tout ça est dû au fait qu'on est dans l'instantané, c'est le sensitif qui parle tout de suite. Et moi j'aime à dire que quand on fait ce métier, on ne se pose pas de questions en raison du temps qui nous est imparti. Quand on rentre en audience, il est 13h et on en ressort à 17h pour pouvoir livrer nos dessins. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de se poser des questions. Et on travaille tout de suite sur le vif, quoi, je veux dire. Donc ces dessins ont été réalisés aussi pour la bande dessinée. Très beau. Et bien saisi. le regard de madame. Très puissant. Il y a un autre témoignage qui a beaucoup impressionné. Il a duré plus d'1 heure, je vais vous en passer quelques minutes, c'est le témoignage de Simone Lagrange. Simone Kadosh Lagrange, c'est une gamine juive qui avait 13 ans et demi, qui va être arrêtée avec ses parents le jour du débarquement, le 6 juin 1944. Et vous allez voir comment les choses vont se passer, tout simplement parce que Barbie va découvrir qu'elle a un petit frère, une petite sœur, dont les parents jurent leur grand Dieu qu'ils ignorent où ils se trouvent, ce qui était la vérité. Et malheureusement, elle va devoir subir les assauts de Barbie qui montrent qu'on est vraiment en présence d'un fanatique en s'acharnant sur une gamine. J'ai été arrêtée le 6 juin 1944 chez moi sur dénonciation d'une Française. J'ai été arrêtée par un nommé Goetzmann qui est monté chez nous et qui est venu nous chercher, mon père, ma mère et moi. Nous avons été emmenés à la Gestapo qui se trouvait place Bellecour à Lyon, puisque l'ancienne Gestapo avait été bombardée le 26 mai 1944. Vous savez, c'était le 6 juin 1944, c'était le jour du débarquement, c'était pour nous un jour de joie. Ça a été un jour de joie au début, mais ça n'a pas été la même chose le soir. On a attendu environ un quart d'heure, et puis la porte du fond s'est ouverte. Et Barbie, enfin je ne savais pas que c'était son nom à ce moment-là, bien sûr. Barbie est rentrée dans cette salle. Il était habillé en gris. Vous savez, ce sont des détails qui choquent un enfant de 13 ans. Il était habillé en gris et il avait un chat dans ses bras qu'il caressait. Je dois dire que pour une petite fille de 13 ans, lorsqu'on voit un homme qui caresse un animal, on n'en a pas vraiment peur. J'ai pensé que cet homme ne pouvait pas être méchant. Pourtant, j'avais l'appréhension d'avoir été arrêtée. Vous savez, on savait très bien qu'on arrêtait les Juifs, qu'on les emmenait dans des camps. On pensait que c'était des camps de travail. On savait qu'il y avait des fusillades aussi. Mais on ne s'imagine jamais que ça peut nous arriver à nous. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu Barbie, je ne me suis pas vraiment apeurée, si vous voulez. Je n'ai pas eu peur de cet homme. Un peu anxieuse, c'est tout. Il est arrivé en caressant ce chat. Il est allé vers mon père, qui était assez imposant de taille. Il l'a regardé des pieds à la tête sans dire un mot.
Puis il est allé voir maman avec un petit sourire pincé. Puis il est revenu me voir, il m'a caressé la joue, il a dit que j'étais jolie. Et comme ça, d'un seul coup, il se retourne et il dit à maman, « Vous avez d'autres enfants ?» Et ma mère était une mère fière de ses gosses et elle a dit, « Oui, j'ai 2 autres enfants plus jeunes qui sont à la campagne. » Il lui a demandé où se trouvaient les gosses. Maman a répondu que les enfants étaient partis au moment des bombardements de Lyon et qu'elle n'avait pas encore leur adresse, ce qui était vrai d'ailleurs. Barbie est venu vers moi, il m'a posé la même question une fois de plus. J'étais comme maman, je ne pouvais pas répondre. Il est parti, il a posé son chat sur la table et il est revenu vers moi, il m'a reposé encore une fois cette question. Vous savez, 42 ans après, ça semble absurde, on se pose des questions, on se demande pourquoi comme ça s'acharner pour avoir l'adresse ou le nom de 2 gosses. Mais ça, c'est 42 ans après. Dans le contexte, c'était tout à fait différent. Les petites filles, à cette époque, avaient des cheveux très très longs et c'était aussi mon cas. Mes cheveux étaient enroulés dans une résille. Pour les personnes qui ont connu cette époque, ça doit leur rappeler quelque chose. Barbie a tiré sur la résille et mes cheveux se sont écoulés sur mes épaules. Et à ce moment-là, il a roulé mes cheveux dans sa main et il a tiré de toutes ses forces et j'ai pris la première paire de claques de ma vie. Et puis ça a continué. Il m'a frappé en posant toujours la même question. Il demandait l'adresse des enfants qu'on ne pouvait pas lui donner. Mon père a essayé de s'interposer, mais on lui a mis un revolver sur le ventre et donc il a fallu qu'il subisse les coups que j'avais reçus. Mes tortures ne sont pas celles des personnes qui sont passées avant, mais elles n'en sont pas moindres. C'était celles qu'on infligeait à une gosse de 13 ans et devant ses parents. Vous savez, ce sont des choses qui nous restent en nous, ce sont des souvenirs qui nous restent pour toujours. Excusez-moi. Je vous en prie, madame, si vous voulez vous asseoir quelques instants. Merci. Ça a duré une demi-heure à peu près. Et puis, on est parti en voiture, on est allé à Montluc. Mon père a été emmené à la baraque des Juifs et ma mère et moi, nous avons été descendus dans une cave. Ça semble bête, j'avais peur de cette cave parce qu'il y avait de la paille et j'avais peur qu'il y ait des rats. C'est encore des idées de gosse. J'ai regardé par le soupirail toute la nuit. Cette nuit-là, des camions sont arrivés. Et de ces camions, je voyais par ce soupirail, de ces camions, j'ai vu descendre des familles entières de juifs qui avaient été arrêtés. Et je me suis posé des questions, bien sûr, on se pose des questions à 13 ans. Le lendemain matin, on nous a emmenés, maman et moi, dans la même cellule. Et puis vers 9h du matin, la porte s'est ouverte et j'ai vu celui qu'on appelle maintenant Barbie sur le pas de la cellule, sur la porte de la cellule. Il a fait signe à ma mère et à moi d'approcher et il m'a emmenée. Mais avant de m'emmener, il a demandé à maman si elle était toujours décidée à ne pas donner le nom de mon frère et de ma sœur. Il a même précisé que si on lui donnait ce nom, il nous mettrait toutes les 3 à l'hôpital de l'Anticaille. Vous savez, je crois que j'étais une des rares gosses à être à la prison Montluc. Je suis partie avec lui en voiture et il m'a ramenée à la Gestapo. Je suis retournée dans un bureau où pendant toute la journée, je suis restée pratiquement seule. Il rentrait, me posait toujours cette question qui me semble tellement aberrante maintenant. Vous savez, avec le recul, on se pose des questions. Comment un homme qui avait les responsabilités dont vous nous avez informé vous-même, Monsieur le Président, depuis le début de ce procès, comment un homme comme ça pouvait-il s'attacher à la recherche de 2 enfants uniquement, au point de martyriser une 3e gosse? Ça, c'est vraiment insupportable. Je dois dire que il arrivait avec son sourire mince comme ça, comme une lame de couteau. Il me posait la question et il me frappait. Il me frappait à coups de poing, à coups de pied.
Il m'a fichu par terre combien de fois et relevé à coups de pied. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine refermées de la veille. Je dois dire que ça a duré 7 jours environ, cette petite sérénade. Pendant ces 7 jours, c'était sans arrêt des coups là où les plaies étaient déjà refermées. Et le sang coulait de plus belle. On a parlé de torture, Monsieur le Président. Je crois que la torture morale, c'est pire que tout. Le premier soir, il m'a ramené à la cellule lui-même. J'étais en sang, j'avais la figure enflée, pleine de sang, les cheveux collés. Vous savez, quand on a les cheveux très longs, ça colle et à la transpiration et au sang. Il a appelé ma mère, de nouveau sur le pas de la cellule, et il m'a jeté contre elle en disant « Voilà ce que tu as fait de ta fille ». Je crois que cette morale-là, personne ne peut l'excuser. Cette torture-là, il n'y a pas de morale qui puisse excuser ça. Bien sûr, en expliquant la déportation, en expliquant la mort de son père, la mort de sa mère, puisqu'elle sera la seule survivante. C'était évidemment un témoignage poignant. Alors, vous avez réalisé plusieurs clichés de Simone Lagrange. C'est le témoin qui a donné lieu au plus grand nombre de clichés. Oui. Alors, vous avez d'abord ce cliché statique. Statique, oui, en effet. Là, je trouve pas, enfin, j'ai pas le sentiment qu'il se dégage beaucoup d'émotions, et pourtant, c'est quand même un des témoignages les plus éprouvants que j'ai pu entendre. Et je pense que, alors, c'est peut-être valable sur les autres dessins, mais que la charge émotionnelle influence beaucoup le trait. Et ça, c'est quelque chose, une fois encore, je le répète et je le dis, c'est pas quelque chose que je contrôle vraiment. Et c'est une espèce de magie que je n'explique pas. C'est difficile à expliquer comment ça se passe. C'est un processus, quoi. Mais je pense que, à la différence de n'importe quel dessin, à partir du moment où il y a une charge émotionnelle importante, évidemment, ça ressort sur le dessin. Alors, je ne sais pas si c'est ressorti là vraiment, je n'ai pas le sentiment, mais bon, c'est mon sentiment. Voilà. Alors, ensuite, vous avez réalisé, je pense que c'est pour votre ouvrage, pour la bande dessinée, cette image, ce montage, voilà, la baraque aux Juifs, les pleurs de Simone et la baraque aux Juifs. Alors, elle n'était pas, elle, dans la baraque aux Juifs à Montluc, mais ça évoque bien sûr le sort des Juifs qui se trouvaient dans la baraque des Juifs à Montluc. C'est vraiment un des témoignages qui a été marquant au procès. C'était un des témoignages qui a été marquant et qui se termine par le récit de la libération du camp d'Auschwitz, les marches de la mort, où Simone Lagrange, elle a 13 ans et demi, marche dans une forêt avec ses femmes pendant qu'on évacue le camp, et elle voit arriver face à elle un groupe d'hommes, une autre marche de la mort, celle des hommes. Et là, eh bien, parmi ces hommes qui marchent, elle découvre son père. Elle découvre son père, dont elle avait été séparée, bien sûr, au moment de l'arrivée à Auschwitz, qu'elle croyait mort. Elle voit son père, le regard s'échange, et elle sourit, bien sûr, à son père. Et un SS sadique qui se trouve aux côtés de Simone Lagrange lui dit « Ah, mais pourquoi tu souris à cet homme ?»« Ben, c'est mon père. »« Ah, c'est ton père? Mais va l'embrasser !» Et au moment où elle s'approche de son père pour l'embrasser, le SS sadique tire de son étui de revolver, son revolver, et abat son père à quelques centimètres d'elle. Quand on vient vous raconter ça, quand des gens, pendant des semaines et des semaines, viennent témoigner, sans s'être concertés, ils viennent des 4 coins de la terre, et que quelques mois après, nous trouvons des négationnistes dans d'éminentes universités lyonnaises qui viennent vous dire qu'à Auschwitz, on n'a gazé que des poux, vous prenez la mesure de l'inanité de tels propos. Le dernier témoignage, car l'heure passe, mais je voudrais quand même que vous l'entendiez, parce que vous avez aussi réagi dessus, c'est le témoignage d'André Poisson. Bon, je viens de jurer de parler sans crainte. Ça ne sera pas difficile et sans haine. C'est un sentiment que je n'ai jamais connu de ma vie. Je ne viens d'ailleurs pas témoigner pour moi-même, mais à la demande d'une partie civile, la fille du professeur Gompel, qui est mort devant moi à Montluc. Mais avec votre permission, Monsieur le Président, je voudrais dire aussi un mot de Montluc et de cette baraque aux Juifs dont on a parlé quelques fois, mais pas beaucoup, parce que le nombre des survivants
est très faible. Je me demande même certains jours si je ne suis pas le dernier. J'ai commencé à comprendre alors vraiment ce que c'était que le crime contre l'humanité par l'exemple d'un détenu, un juif, un brave homme, le genre Bonnetier de la rue des Rosiers, enfin un homme simple et bon, qu'un sous-officier avait pris comme tête de Turc et auquel il avait enjoint d'apprendre la phrase suivante: le juif est un parasite qui vit sur la peau du peuple arien et il faut l'extirper. La phrase était à apprendre en allemand et il ne parlait pas l'allemand. Chaque syllabe lui posait une difficulté qui lui valait, bien entendu, à chaque fois des coups de poing et des coups de pied dans le ventre. Puis il avait fini par apprendre tout de même la phrase en entier, à force de coups, et il la récitait de lui-même. Et dès qu'il entendait la porte de la baraque s'ouvrir, même quand il était au fond, il commençait à dire « le juif est un parasite ». C'est ça l'humiliation de l'être. Et le jour où on l'a emmené pour le fusiller avec d'autres otages, le même sous-officier, sur le seuil de la porte, dans la cour, devant les soldats allemands, l'a obligé à répéter une dernière fois: le juif est un parasite qui vit sur la peau du peuple arien et il faut l'extirper. Et il l'a récité. Et à mon avis, le crime contre l'humanité, c'est cela. C'est d'abord de tuer quelqu'un pour le seul motif qu'il est né, qu'il est venu au monde. Il n'y a pas d'autre grief contre lui. Il est venu au monde contre la doctrine. Il n'a pas le droit d'exister. Mais il faut encore que cette mise à mort soit précédée d'une tentative d'humiliation, d'abaissement, d'avilissement de la personne. Le crime contre l'humanité se distingue du crime de guerre ou de toute autre forme de crime par ces deux éléments-là, à mon avis. Et c'est pourquoi ce procès me paraît si important, non pas à cause de la personne de Barbie, qui n'était pas un grand personnage dans l'échelle de l'oppression et de la violence ou de la terreur, mais parce que c'est la première fois qu'un tribunal, je crois, à ma connaissance, a l'occasion de juger à partir de la notion de crime contre l'humanité, alors que jusqu'ici, on a jugé des crimes de guerre ou des génocides. Il y a quelque chose de plus dans le crime contre l'humanité. Et puis, il est important aussi que ce tribunal statue, car il faut éviter que ne recommence cette période. J'ai vu et je crois avoir compris comment on fait les Barbies. Les Barbies, en général, sont des médiocres qui ont donné leur conscience au parti, mais totalement, qui ont fait abdication totale de leur conscience personnelle, propre. Elle est mise en dépôt au siège du parti nazi et on ne la recouvre jamais. En échange, le parti vous désigne le bien et le mal et il vous donne le pouvoir, un pouvoir de vie et de mort sur votre semblable. L'abandon de votre conscience vous vaut ce surcroît de puissance que vous n'obtiendriez jamais par vos propres moyens. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pourquoi les Barbies, en général, ne manifestent aucune espèce de regret ni de repentir. Ils n'ont jamais récupéré leur conscience. Elle a été enfouie dans les décombres du bunker de Berlin où Hitler est mort. Et ils ne la reverront jamais. Témoignage fort, témoignage très fort, où il donne une définition du crime contre l'humanité fondamentale, coupable d'être né, et qui vous explique pourquoi les Barbies ne peuvent pas regretter. Il vous explique comment tout repère moral a été abandonné. Ils ont abandonné leur conscience dans les consignes du parti et ils ne la retrouveront jamais. C'est un témoignage extrêmement fort et vous l'avez capté par ce dessin, Jean-Claude Boer. Dites-nous. Oui, alors pour ne rien vous cacher,
et pour être tout à fait franc, c'est qu'au moment où j'ai dessiné André Frossard, c'est pas le témoignage qui m'a le plus marqué. Et c'est en me replongeant dans l'histoire pour dessiner cette bande dessinée, même si André Frossard n'apparaît pas dans celle-ci, c'est là où j'ai pris conscience et à quel point son témoignage était fort. Et surtout, pour sa définition personnelle du crime contre l'humanité, entre autres. Mais donc voilà, ça m'est difficile de vous en dire plus par rapport à lui. Je voudrais aussi que vous réagissiez sur un autre dessin. C'est les dernières phrases de Barbie. On a fait revenir Barbie pour le verdict et on lui a offert, conformément au code de procédure pénale, la possibilité de s'exprimer, bien que comme il ne voulait pas assister à son procès, on aurait pu s'en passer. On lui a donné la possibilité. La loi prévoit que l'accusé présent a la parole en dernier, après la plaidoirie de son avocat. Avez-vous quelque chose à dire? Et Barbie va en effet dire quelques mots, à savoir qu'il n'est pour rien dans la rafle d'Isieux, combattant le télégramme d'Isieux que l'on avait évidemment longuement évoqué. Et il va surtout indiquer la chose suivante, et ça sera la fin de sa brève déclaration. Oui, j'ai été rude avec les résistants, oui, j'ai été impitoyable, mais c'était la guerre, et la guerre est finie. Et il se rassoit. Mais c'était la guerre, et la guerre est finie. Sous-entendu, qu'est-ce que vous venez me chercher des poux dans la tête? La guerre est finie, la guerre permettait tout. Moi, j'ai accompli mon devoir, en foi de quoi je ne vois pas ce que l'on me reproche. Et le drame de Klaus Barbie, et qui continue à m'interpeller, c'est que jusqu'à sa mort, qui est intervenue en 1991, et tous ceux qui l'ont approché sont d'accord pour le reconnaître, jamais, à aucun moment, il n'a exprimé le moindre regret. Alors évidemment, soyons prudents, qu'est-ce qu'il y a au fond, au tréfonds de chacun d'entre nous, on ne peut pas le savoir. Mais extérieurement, jamais il n'a exprimé le moindre regret. Alors vous avez capté cette phrase parce que dans la salle se trouve sa fille. Oui. C'était Ute Messner, qui habitait en Autriche et qui était venu le voir en prison et qui a, pendant plusieurs reprises pendant le procès, est venue. Alors on la faisait évidemment entourée de policiers en civil pour éviter tout incident. Elle était dans un animal plus total. Mais il regardait sa fille et il savait où elle était. Et vous avez voulu montrer que les dernières phrases de Barbie... Oui, absolument. C'est les dernières images. Je dirais que là, il ne la regarde pas non plus. Là, hein. Enfin, je sais pas, je l'ai saisi les yeux fermés. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus significatif par rapport à ce qu'il était. Alors, on parlera après peut-être au moment du verdict. 3 juillet 2017. Il est 17h, le jury rentre en délibéré et ensuite à minuit 10. La Cour. L'audience est reprise. Vous introduisez l'accusé, s'il vous plaît. Bien. Accusé Klaus Barbie, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Voici les réponses de la Cour et du jury aux questions posées. À toutes les questions relatives à la culpabilité et aux circonstances aggravantes, c'est-à-dire à toutes les questions qui portent le numéro 1 jusqu'au numéro 340, dont j'ai donné lecture tout à l'heure, il a été répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. À la question numéro 341, existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé Klaus Barbie? Il a été répondu non à la majorité de 8 voix au moins. Attendu que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le jury sont prévus et réprimés par les articles déjà cités du Code pénal, condamne à la majorité Klaus Barbie à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité,
et le condamne également aux dépens. Klaus Barbie, vous disposez de 5 jours francs pour vous pourvoir en cassation. Passé ce délai de 5 jours, votre pourvoi ne sera plus recevable. Voilà le verdict. Et là, vous allez réaliser ce dessin. Un peu dans Quelques traits. Un peu dans la précipitation. Il n'est pas terminé ce dessin et pourtant il n'a même pas été utilisé, mais bon, il marque la fin de ce procès. Ce que je peux dire à ce propos, c'est que à ce moment-là, j'ai le quart d'un instant éprouvé de la pitié pour cet ignoble bonhomme. Et en aucun cas c'était de l'empathie, mais simplement, en ce qui me concerne, un peu d'humanité, ce qui a toujours manqué à Barbie. Alors, qu'allait-il rester de ce procès? Il restait définitivement des images, des paroles et des dessins. Et ces dessins, dont les vôtres, Jean-Claude Rouher, dont la place ici aux archives départementales, aux côtés du dossier Barbie, était absolument nécessaire, était absolument opportun. En effet, chaque soir, les cassettes vidéo étaient placées sous scellé par le greffier de la cour d'assises. Elles étaient portées aux archives départementales par un motard de la police, car la loi prévoyait que si la justice était responsable de l'enregistrement, dès que cet enregistrement était achevé, la conservation de ces enregistrements était du ressort du ministère de la Culture. Alors la loi ne prévoyait à l'époque qu'une diffusion à l'issue d'un délai de 20 ans, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris. Très vite, on s'est aperçu que la loi n'était pas adaptée. Il y avait un tel besoin, une telle demande de revoir les images du procès Barbie que le président du tribunal de Paris est passé outre avec l'accord du ministre de la Justice et que l'on a réalisé deux brefs montages d'une dizaine de minutes. C'est Paul Lefebvre qui a fait les choix. L'un pour le CHRD, le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de l'avenue Berthelot, vous pouvez le voir, et un autre pour la maison d'Isieux, que vous pouvez voir également pendant les visites. En l'an 2000, la chaîne Histoire a été autorisée à diffuser en 35 épisodes 70 heures des 190 heures du procès Barbie, que l'historien Henri Rousseau et moi-même ont été chargés jour après jour de commenter sous l'éclairage à la fois historique et juridique. Et puis, en 2009, la chaîne Arte a été autorisée à réaliser un coffret de DVD restituant 19h18 du procès en vente dans le commerce. Alors, à la suite du procès Barbie, plusieurs autres procès ont fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'affaire du sang contaminé en 1992, le procès Paul Touvier en 1994, le procès de Maurice Papon en 1997, le procès de la diffamation reprochée à Robert Badinter par Robert Forisson en 2007, le procès de la catastrophe d'AZF à Toulouse en 2009, le procès de 14 membres de l'ex-junte chilienne en 2010, le procès d'un des auteurs du génocide rwandais en 2014 et enfin récemment le procès de l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan, procès qui s'est achevé récemment à Paris. Et enfin, le 2 avril 2022 est entrée en vigueur une réforme issue de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dorénavant, tout procès présentant un intérêt pédagogique, informatif, culturel ou scientifique peut faire l'objet d'une demande d'enregistrement. Cette demande est adressée au ministre de la Justice pour avis et il revient au premier président de la cour d'appel dont dépend la juridiction de prendre sa décision après avis du procureur général. Si l'audience n'est pas publique, il faut bien sûr qu'il y ait un accord écrit de toutes les parties au litige. Et nouveauté également, dorénavant, la diffusion est possible dès que l'affaire a été définitivement jugée. Il faut qu'il y ait consentement nécessaire de toutes les parties filmées, que ce soit les professionnels de la justice, que ce soit les témoins, que ce soit les experts, que ce soit les victimes, que ce soit le mis en cause. Et pas plus tard qu'hier soir, la première application de cette loi a été présentée à la télévision sur France 3, c'était fort tard, c'était un procès tout à fait
classique de jugement en appel de délit routier qui a été filmé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Voyez-vous, le procès Barbie, et je voudrais dire ces mots pour conclure, a été, je pense, le grand déclencheur de cette appréciation in vivo et non in vitro, grâce à l'image et au son, de la réalité judiciaire. Car évoquer le procès Barbie 35 années après sa clôture, ce n'est pas simplement se remémorer une grande page de notre histoire judiciaire, c'est aussi continuer à en tirer les leçons. Il fallait certes d'abord qu'un acte de justice, au sens plein du terme, soit posé comme étant la réponse d'un état de droit aux exactions de Barbie. Mais il fallait aussi que ce procès contribue à l'éducation des générations futures pour que le plus jamais ça, brandi sur le calicot déployé devant notre palais de justice, ne soit pas un mot pieux. Et c'est pourquoi, en terminant, je voudrais rappeler sur ce dessin que vous avez réalisé encore, Jean-Claude Boer, qui a cristallisé cet instant, le témoignage au procès Barbie d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, qui s'est achevé par ces mots, je le cite. Quelque part en Galicie, un SS disait à un jeune juif, « Même si tu survis, même si tu racontes, nul ne te croira. » Ce procès a opposé un démenti à ce tueur. L'ennemi tue 2 fois, la seconde en essayant d'effacer la mémoire de ses crimes. Certes, rien ne peut ramener les morts à la vie, mais grâce aux paroles dites devant cette cour, l'accusé ne pourra pas tuer les morts à nouveau. S'il réussissait, ce ne serait pas sa faute, mais la nôtre. Merci de votre attention. Le micro, mais ça ne marchera pas. Donc je voudrais vous remercier l'un et l'autre, évidemment, de cet échange. Et avant de donner la parole à la salle, je voudrais dire que ce que nous avons vu et les extraits, je pense, à la fois des enregistrements et des dessins, montrent bien que même quand le procès est enregistré, le dessin n'est pas inutile. Et vous l'avez bien montré, monsieur le procureur général, vous l'avez bien montré, Jean-Claude Bauer, il y a une sensibilité, il y a des choses qui passent par le dessin et qui ne passent pas par l'enregistrement. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et notamment dans les dessins de Sabine Zlatin, vous avez regardé, sinon vous la regarderez, l'affiche de l'exposition. L'affiche a été un long moment de dialogue parce que nous commencions à avoir des idées et Jean-Claude Bauer nous envoyait tout de suite, je regarde Marion Giraud qui est le commissaire de l'exposition, nous envoyait tout de suite 3 à 4 propositions. On avait à peine proposé quelque chose qu'on avait déjà plein d'idées. Et on était attaché à ce qu'il y ait le dessin des 3 accusés de l'exposition, donc Barbie principalement, mais Touvier et Papon, mais que la dernière image, la dernière parole, soit à une victime et à une victime triomphante. Et ce dessin que vous avez fait de Sabine Zlatin, que tout à l'heure vous avez projeté, c'est lui qui a été mis au premier plan, parce qu'il exprime ça. Elle vous convient, l'affiche? Elle est très réussie. S'il y a des questions, nous avons un petit moment pour les questions, parce que vous aurez noté qu'on a quand même des orateurs exemplaires, parce qu'on leur dit, c'est bien 1h30. Elle a commencé à 18h et il est 19h30. Il n'y a que la rigueur des habitués du prétoire qui peut nous offrir une exactitude aussi grande. Je ne suis pas un avocat, c'est pour ça. Des questions? Monsieur Gérard Angel. Monsieur le procureur général, j'ai beaucoup apprécié, comme je crois tout le monde ici, la qualité de votre présentation, l'émotion qui s'en dégage aussi. J'avais
suivi un petit peu le procès, je venais d'arriver à Lyon, au moment où il s'est déroulé en 1987, ça faisait juste un an, je crois que c'est à ce moment-là que nous, on s'est rencontrés. Il y a toujours une question qui me tracasse, et on ne va pas être d'accord, mais je vous la pose quand même. Surtout après ce que vous venez de dire. Il y a une loi qui interdit de nier les crimes qui ont été commis pendant la dernière guerre. Je trouve que cette loi est stupide. Parce que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de pouvoir répondre à ceux qui nient. Et on a tous les moyens de leur répondre. Pourquoi leur interdire de nier l'évidence quand on peut leur répondre comme grâce à ce procès on peut le faire? Eh bien, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, qu'une loi qui leur a interdit de dire n'importe quoi. Non, mais je vous comprends, hein, parce qu'on a eu des procès contre les négationnistes, et on nous a évidemment dit que la loi Guessot était une loi liberticide et qu'on instruisait des procès en sorcellerie. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il est apparu que l'énormité de la Shoah était telle qu'il devenait impossible qu'elle soit contestée, et qu'on devait faire entrer cette chose dans la loi. Mais moi, je suis comme vous. Nous sommes des gens du ministère public et nous aimons la contradiction. Et la justice n'est valable et n'a d'autorité que si elle résulte d'un procès contradictoire. Et j'aime la contradiction, vous le savez. J'aime beaucoup qu'un avocat exprime un point de vue différent. C'est une garantie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment se boucher les yeux et les oreilles pour oser contester. Du reste, les négationnistes, aujourd'hui, on ne les entend plus. Il faut être clair. Aujourd'hui, on ne les entend plus. Je crois qu'aujourd'hui, et quand je présente souvent ces extraits dans les écoles, hein, je passe mon temps dans les lycées, les facs, etc. Quand on monte à des jeunes ces témoignages, je crois qu'à partir de là, c'est très difficile de dire que... Je comprends, la loi Guessot a été très très discutée. Et puis il y a d'autres génocides dans le monde. Est-ce qu'il n'y a que... C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce qu'il faut que les lois interviennent pour interdire de discuter quoi que ce soit? Enfin, pour moi, la Shoah est tellement indiscutable. Le seul souci que j'ai, c'est que la Shoah entre de moins en moins dans les mémoires. Le seul souci que j'ai, c'est que l'énormité de la Shoah, 6 millions de victimes, dont 1 500 000 enfants, dont plusieurs milliers provenaient de notre région, est-ce que la dimension paroxysmique de la Shoah sera aussi évidente dans 20, 30 ou 50 ans? Pourquoi actuellement on est en train de concevoir un mémorial de la Shoah à Lyon? C'est pas pour faire une espèce de mausolée ou je ne sais quoi, c'est simplement pour se dire que le passant qui passera à côté dans 50 ans se souviendra que, non pas au bout de la terre, mais ici chez nous, il y a eu des dizaines et des dizaines de centaines de juifs qui ont été arrêtés, qu'au total, il y a quand même 6 millions de personnes qui ont été immolées sur l'autel du fanatisme nazi. Mon souci, c'est ça, c'est l'oubli. Et ça, on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter contre l'oubli, ou plus exactement, on peut lutter contre l'oubli sans avoir la certitude que cette lutte sera victorieuse. Et ça, c'est le gros problème. Pourquoi, à Montluc, on s'investit beaucoup dans cette transmission du drame de la Shoah? C'est pour la même raison. C'est pour la même raison. Mais il est certain, j'en suis bien persuadé, cher Gérard Angel, que la dialectique vaut mieux que tous les interdits. Vous savez, c'est comme l'autorité. Mieux vaut une autorité d'adhésion qu'une autorité imposée. Vous le savez bien. C'est aussi pour lutter contre l'oubli qu'on conserve des archives. Enfin, j'en profite. Mais monsieur le directeur... Il faut bien que je fasse un peu ma publicité. Mais c'est aussi pour lutter contre l'oubli qu'a été faite la bande dessinée. Et en fait, c'est aussi la question que j'ai envie de vous poser. Je connais la réponse parce que j'ai eu la chance de la voir, mais peut-être que vous le redisiez. Qu'est-ce qui vous a amené 35 ans plus tard à revenir sur ce procès par le biais de la bande dessinée? C'est le hasard d'une retrouvaille du monsieur qui se trouve à côté de moi, qui justement m'a incité à ressortir pour la mémoire tous ces dessins. Et si je n'avais pas pris conscience de ça, je pense que j'aurais peut-être même pas envisagé de faire un ouvrage, même si j'en avais vraiment l'intention. Mais non, il y a eu cette impulsion de Monsieur View à mon égard,
Et c'est ça qui m'a poussé à réaliser cette bande dessinée. Et j'en suis très content, je veux dire, et même très fier de l'avoir réalisée, en tout cas. Et c'est pour ça que je ne remercierai jamais assez Monsieur View. Non, c'est nous qui vous remercions. Voilà. Elle est rigoureuse surtout, elle est rigoureuse, parce qu'il a pris soin que chaque détail, chaque affirmation historique a été vérifiée, on l'a regardé à la loupe. C'est pas une bande dessinée qui tourne autour de Barbie comme ça. C'est vraiment pour les jeunes, notamment une page d'histoire, très rigoureuse. Mais on a été extrêmement vigilants sur ce point-là. Je veux dire, c'était extrêmement important. On a fait même appel à des historiens. Je pense entre autres à Peter Hermerschmidt, qui est un historien allemand et qui nous a aussi beaucoup aidé et il nous a accompagnés dans la réalisation de cette BD. Madame peut peut-être poser une question. Alors, je vous donne la parole. Je précise juste pour des questions de droit que donc la conférence étant enregistrée, l'enregistrement se poursuit pour les questions. Si vous ne souhaitez pas être filmé quand vous posez votre question, il faut que vous le disiez avant et on effacera l'image. Je le précise parce qu'on me demande de le préciser et que chacun comprendra ici pourquoi je le fais. Donc voilà. Si vous ne dites rien, on vous gardera, c'est-à-dire que quand ça sera diffusé, on aura votre question. Si vous ne souhaitez pas que ça soit le cas, il faut que vous le disiez avant. Alors, Anne Brémaud, je suis aujourd'hui avocate, mais à l'époque, j'étais étudiante à Sciences Po et j'ai eu la chance d'assister à plusieurs audiences de ce procès. Et alors, est-ce que c'est ma mémoire qui est défaillante? Parce que moi, je ne me souviens pas que Barbie soit parti devant son avocat. Dans mon souvenir, il est parti derrière. Et voyez comment, finalement, les archives, j'ai eu l'impression qu'il était sorti comme il était rentré par derrière. Or, sur l'image de la bande dessinée, il me semble qu'il salue son avocat devant. Non. Mais sur l'extrait où on voit le procureur général Truche en inclusion, en quelque sorte, où j'ai mal compris l'image. Non, vous voyez, il va passer derrière ça. Maître Vergès est devant, il se lève, il contourne, ah oui, il y a la vitre, contourne son fauteuil. Voilà, c'est la vitre qui m'avait... Il y a la vitre et voilà. il va partir sur la droite derrière. Vous voyez, parce que du coup, j'avais l'impression, en voyant et donc en comprenant mal ce dessin, mais je suis pas forte, je suis bonne en oralité, c'est mon métier, mais je suis pas bonne en image. Moi non et donc, plus. je l'ai mal lu. Et donc, je le voyais partir devant, comme passant devant le président Berdani. Vous voyez, voilà, je vous remercie. Cela vous montre, mesdames et messieurs, que si vous le souhaitez, à l'issue de la conférence, vous pourrez acheter la bande dessinée. Et vous êtes donc tout à fait tranquille. Le moindre détail historique a été correctement vérifié. Alors, sur cet épisode, je peux vous donner une petite anecdote amusante. Il y a un journaliste qui s'est cru plus intelligent que les autres et qui s'est dit, je vais réaliser le scoop de ma vie. Il s'appelait Ladislas Zeoyos, il avait quelques mérites, il avait identifié Barbie. Comme il était au palais depuis plusieurs jours, il connaissait le circuit de la souricière des détenus dans le vieux palais, c'était le vieil escalier qui menait. Et il est parti subrepticement de la salle d'audience, il est allé s'embusquer dans l'escalier de la souricière et il a tenté de réaliser une interview exclusive de Barbie. Les policiers ont tellement été interloqués, et c'était monsieur Ladislas Zeoyos, avec son et qu'ils n'ont pas osé s'opposer. Je peux vous dire que quand ensuite on a rendu compte au procureur général Truche de ce qui venait de se passer, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu le procureur général Truche en colère. Colère froide, terrible. Il a ordonné que TF1, enfin que Antenne, comment ça s'appelait pas, Première chaîne, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, diffuse cette interview, ce qui a été fait, du reste il n'a pas été diffusé, et il a interdit d'accès, retiré l'accréditation de Zeoyos pendant 3 jours. Ladislas Zeoyos était fou de rage. Et sa rage n'avait d'égal que la satisfaction narquoise de son éminent collègue Paul Lefebvre, qui riait dans ses babouines en disant « Mon vieux, t'as essayé de nous avoir. Moi, j'ai respecté le fait qu'il ne fallait absolument pas qu'on interviewe Barbie. » Vous voyez, le départ de Barbie, ça a été un événement. Pardon, ah ben oui. De son avocat. Bien sûr. En l'occurrence, après 30 ans de métier, je peux dire qu'on voit comment un avocat peut piéger son client. C'est-à-dire le priver de l'authenticité de sa parole.
Et ah donc, ben ça, oui, on en est témoin souvent. On en est témoin souvent. Non, mais ça, alors là... Et on voit comment le procureur général... Non, mais le procureur... Non, mais à ses dépens. Oui, l'authenticité de la parole, si c'est dans son intérêt, mais l'authenticité de la parole à son détriment. Et c'est pour ça que quand l'avocat général Truche dit « Et finalement, il y a votre fille dans la salle. Et est-ce que vous n'avez pas, pour l'inciter, comme il l'a fait une première fois au moment où... Enfin, c'est mon souvenir, mais j'ai revu le DVD quand même depuis. Hein, mais au moment où Barbie quitte les lieux, il essaye de le retenir, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais il y a le deuxième épisode, juste au moment où on lui redonne une dernière fois la parole, et où la parole du président de la Cour ne suffit pas. Et dans mon souvenir, mais l'avocat général Truche reprend la parole et dit « Il y a votre fille dans la salle. Il y a la mémoire. Est-ce que vous voulez qu'on garde de vous ?» Et c'est là qu'il dit les phrases que vous avez rappelées là. Il dit « Et c'était la guerre. » Et je crois qu'il Non, ça c'est à la fin. Là, il répond « Nicht zu sagen », je n'ai rien à dire. Oui, mais il dit qu'il n'a rien à dire, mais il a quand même... Il y a un moment où il reprend, quand les phrases que vous avez citées, elles se situent bien. Juste avant le verdict. C'est la dernière déclaration de l'accusé, juste avant que la Cour ne se retire pour délibérer. C'est ça. Mais il me semble bien qu'à ce moment-là, l'avocat général déjà lui a reparlé en indiquant la présence. Du coup, on comprend bien ce dessin que vous faites avec le père et la fille. Enfin... Non, monsieur Treux, on n'a pas réouvert la bouche, conformément à la loi, après le réquisitoire. Hein, une fois que... À la fin, le ministère public ne rouvre pas la bouche. Il prononce son réquisitoire. À la fin du réquisitoire... Ah non. Non. Il a terminé. Je requiers que Barbie soit reclus à vie. Hein. Il y a eu cette phrase tout à fait particulière. Hein. Je requiers que Barbie soit reclus à vie. Et il s'est assis. Et après, il n'a plus ouvert la bouche. Hein. Non. Alors, je vous invite en tout cas à regarder de nouveau les DVD. Et sauf s'il y a encore une question. Alors, il y aura une dernière question. Je vous donne le micro de suite. Et c'est pareil, si vous êtes d'accord pour être enregistré, sinon vous le dites au début. Bonsoir, en fait, je suis Gérard Rambaud et mon oncle a été massacré à Saint-Genis-Laval le 20 août 1944. Et en fait, ce n'est pas une question, c'est un remerciement qui s'adresse aux deux personnes qui sont en face de moi. Mon premier remerciement pour M. Bauer, parce que dans son récit parfaitement documenté, il évoque le massacre de Saint-Genis-Laval. Ce n'est pas pour mettre plus en avant le massacre de Saint-Genis-Laval que les autres, parce que tous les massacres sont horribles. Massacrer un homme, c'est massacrer l'humanité dans son entier. Mais le massacre de Saint-Genis-Laval, où a péri mon oncle, est particulièrement odieux, puisque les corps ont été brûlés et il y a eu très peu de victimes, donc pratiquement tous des résistants identifiés. Après, je voudrais remercier M. View parce que grâce à lui, j'ai su que l'assassin de mon oncle et de ses 119 compagnons de Saint-Genis-Laval, l'assassin donc Klaus Barbie, a été condamné par contumace en 1954, chose que j'ai appris très récemment. Parce que ça fait pas très longtemps que je m'intéresse à l'histoire de mon oncle. Quand ma tante est partie en maison de retraite, je lui ai promis d'honorer la mémoire de son mari parce qu'elle n'avait pas pu le faire pour différentes raisons, notamment par son immense douleur et le coup de poignard qu'elle a reçu, elle et sa fille, après cet assassinat. Alors donc je voulais vous remercier. Et je viens de faire apposer 37 rue Jules Lecurie dans le 5e arrondissement une plaque commémorative pour mon oncle. Elle a été apposée le 16 septembre 2022 et je vais vous remettre un courrier, M. View, pour vous expliquer ma démarche et je vous demande d'être le parrain de cette plaque. Écoutez, je suis très honoré. Vous savez, il y a ici dans cette salle des auteurs, je les ai aperçus tout à l'heure, d'un ouvrage auquel j'apporte beaucoup d'appui, qui est l'inventaire, merci beaucoup monsieur, merci, l'inventaire des plaques qui se trouvent dans les différents arrondissements de Lyon. Voilà, M. Morandet, M. Mourier, il me semble que je les ai aperçus tout à l'heure, voilà, qui viennent de réaliser les plaques du 6e arrondissement dans un petit livret que vous pouvez retirer gratuitement à la mairie du 6e arrondissement, un petit livret qui est conséquent, et nous nous sommes attaqués au 2e arrondissement. Et j'espère qu'on aura mené ça à bien d'ici quelques mois. Et je remercie les élus du 6e ici présents qui ont permis le financement de cette plaque et de ces documents qui sont destinés aux écoles. Hein.
il faut sensibiliser les jeunes. Hein. J'ai fait un petit bouquin qui s'appelle Klaus Barbie, un enfant du fanatisme, qui a été tiré à 10 000 exemplaires pour les élèves. Pour les élèves, c'est pour les élèves, pour qu'ils puissent vraiment avoir un certain nombre d'informations basiques. Oui, qui est dans l'ouvrage. À la fin de l'ouvrage, vous l'avez repris. J'ai juste oublié de dire que M. View est le président d'honneur de l'association des rescapés de Montluc, dont je fais partie. Et j'ai juste oublié de dire aussi que la personne qui est devant moi, j'ai demandé à ce qu'elle soit la marraine de la plaque commémorative. Madame Morel. Voilà, Madame Morel, qui est secrétaire générale de l'association des rescapés Montluc, dont je fais partie également. Bien sûr. Et dont je connais le dévouement, l'altruisme et le dévouement. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai 2 informations à donner. D'abord, pour ceux qui le souhaitent, M. Bauer est prêt à dédicacer son ouvrage. Donc, quand vous sortirez, vous avez la possibilité, si vous ne l'avez pas déjà. Je signale également que nous allons continuer autour de l'exposition Regard pour l'Histoire, d'avoir toute une série de conférences qui vont avoir lieu. Et en particulier parce qu'il est ici ce soir, mais je suis en train de le chercher, je l'ai trouvé. Elle ne figure pas encore dans notre programme culturel. Il y aura une conférence supplémentaire le 1er décembre prochain, dans laquelle nous présenterons l'ensemble d'ouvrages Les Indésirables sur le camp, auquel a contribué notamment Henri Neymarck. Donc notez déjà sur vos agendas que cette conférence aura lieu ici même le 1er décembre. Il y en aura d'autres avant et après, mais les dates figurent dans le programme culturel, elles figurent sur notre site internet. Il y a également une série de projections avec l'Institut national de l'audiovisuel, comme nous avons eu au début du mois d'octobre, grâce à Stéphane Nivet, que je remercie, la projection notamment du reportage de Ladislas de Hoyos avec le regard d'un historien sur ce que cela signifiait et impliquait, et puis l'ensemble des dessins de Jean-Claude Bauer sur le procès de Klaus Barbie ont été numérisés et figurent sur le site internet des archives départementales et métropolitaines avec l'inventaire qu'a réalisé Agnès de Zolt au fond de la salle, puisque Jean-Claude Bauer a eu l'extrême générosité de donner la totalité de ses dessins du procès Barbie aux archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Je vous remercie.